J'ai donc le plaisir maintenant d'accueillir sur scène pour cette table ronde ceux qui font l'IA au quotidien. Donc Gaël Blondel, board member de l'Open Source Initiative. Mathieu Boussard, Head of R&D chez Craft AI. Laurence De Villers, professeure en IA et chercheuse à la Sorbonne Université, l'ISN et CNRS. Et Yann Lechel, cofondateur et PDG de Probable. Tout d'abord, merci à toutes et tous d'être parmi nous aujourd'hui. Que pensez-vous de ce qui vient de se dire? Une question piège. Je commence par vous. Non, alors ce que je retiens de ce qui vient de se dire, c'est l'insistance sur le sujet open data, etc., qui, à mon avis, on reviendra dessus évidemment un peu plus tard, en particulier au sujet de l'Open Source AI Definition. Et j'aime bien l'idée que la cybersécurité soit du PIB, que l'IA soit du PIB, que l'open data soit du PIB. Et à un moment donné, c'est comment on est capable d'embrasser, d'intégrer ça d'une meilleure façon et de le faire tout en respectant les valeurs de l'open source. Merci. Mathieu? Moi, effectivement, j'appuie aussi le fait que l'open source, c'est le pilier de l'IA moderne et que des librairies majeures sont apparues qui ont permis l'essor et le partage et la réappropriation de technologies qui étaient faites par des très grands. Donc, ouais, que l'open source vraiment soit central là-dedans. Et le problème des data, on en parlera. Dire c'est open source, mais tu peux pas reproduire les calculs, c'est un vrai sujet pour moi, je trouve important. Merci. Laurence? Oui, merci pour cette invitation. Moi, j'en ai assez d'entendre que c'est juste le PIB qu'on augmente, hein, parce que bon, si on pouvait avoir un discours un peu plus large, c'est-à-dire que pour augmenter le PIB, il faudrait aussi augmenter la prise de conscience, l'engagement de chacun. Et au lieu de dire augmenter, on pourrait dire améliorer. Parce qu'on va faire des systèmes qui, demain, pour l'éducation, vont faire des gens qui seront avec des prothèses dans les mains. Et donc, open source ou pas, vu que l'open source n'est pas encore très transparente, et c'est l'objet de cette table ronde, et on va en discuter, on va créer des gens qui sont en dépendance. Alors, si on parle des talents de demain et du besoin d'avoir effectivement une manne de nouveaux ingénieurs et qui vont prendre cette tâche à bras-le-corps pour essayer de faire du PIB éthique, moi je pense qu'on a besoin de changer de paradigme. Ce paradigme, c'est améliorer notre connaissance de ce que font ces systèmes. C'est qu'à chaque fois, on ait du sens, si vous voulez, qui vienne de l'utilisation de ces outils. Quand on parle d'open science, c'est quoi le sens de ça? Et je pense que c'est là très important. Merci. Alors pour faire le pont avec tout ça, mais aussi répondre à l'intervention d'avant, on a la chance tout de même d'avoir un gouvernement qui s'intéresse un peu plus qu'avant à ces sujets. Lequel? Celui de demain et celui d'hier, celui d'avant-hier quand même, parce que la French Tech, par exemple, qui se préoccupe de la technologie, de la place de la technologie en France, est un sujet qui émerge massivement depuis 2012-13. Donc ça fait 10 ans où, quelque part, les gouvernements, ça commence par le gouvernement Hollande qui a failli tuer la French Tech en taxant la plus-value, donc cette énergie entrepreneuriale qui vient du modèle VC, qui est une pâle copie du modèle américain, mais cet engouement, en tout cas, existe, et on a la chance d'avoir ce gouvernement qui, évidemment, en essayant de faire des choses, se prend les pieds dans le tapis. Donc, il y a une volonté et à la fois une mécompréhension, parce que même si parfois on entend le président de la République mentionner open source, il l'associe quasi exclusivement à Mistral, ce qui n'est pas du tout raisonnable dans l'idée, parce que c'est un non-sens dans le fondement de l'open source. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est que, et je pense qu'on tombera souvent d'accord, je pense, dans ce panel, donc on va essayer de se contredire aussi un petit peu, mais globalement, il manque une idée forte, et pour moi, c'est celle du challenger. C'est-à-dire que la France, l'Europe, et très souvent une entreprise en particulier est challenger face à un acteur dominant qui capte toute la valeur. Et quelque part, l'open source, ou plutôt l'openness, dans lequel je mettrai l'open data, l'open science, l'open innovation, sont des principes qui vont partager une partie de ce que je crée pour que, collectivement, on s'enrichisse tous ensemble. Et c'est cette notion-là qui n'est pas encore complètement intégrée dans le discours. Donc Eric Boterel a déjà bien intégré plein de choses déjà. Et il a des difficultés évidemment à faire passer le message, puisque de l'autre côté, il y a de la politico-politique. Donc c'est compliqué. Mais pour moi, ça commencerait d'abord par dire la France, l'Europe, n'a aucune souveraineté numérique. Et que
Par conséquent, peut-être que nous n'avons aucune alternative que d'adopter l'ouverture totale. C'est la position du challenger, et l'open source pourrait être ce vecteur qui, s'il est parfaitement assumé, parfaitement soutenu, parce que ça nécessite des capitaux, ça nécessite un changement de software peut-être, alors peut-être qu'on va récupérer des points de PIB, mais qui ne sont pas des points de PIB en soi, c'est des points de compétitivité pour défendre nos valeurs françaises, européennes par exemple. Donc pour moi, c'est un tout qu'on doit réussir à articuler. Si on a une position idéologique, alors évidemment, on est radical et on ne s'inscrit pas dans un monde dans lequel il existe Microsoft. Et Microsoft a sa place dans ce monde. Sauf que Microsoft, Apple, AWS, Google, les Magnificent Seven valent 15 000 milliards et ne redistribuent pas la valeur. C'est ça le problème. Et on sait que l'open source est important dans le numérique en général, mais peut-être encore plus dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que l'IA, c'est un peu de l'automatisation de prise de décision. Laurence ? Oui, mais il faut quand même réaliser ce que vous dites, c'est qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. En sciences, par exemple, on était très en avance, et maintenant, on ne peut plus décrypter les grands systèmes. C'est-à-dire que les meilleurs chercheurs du monde académique et aussi du monde industriel ne savent pas comment marchent les systèmes des autres. On partage un certain niveau, mais pas assez en ce moment. Et donc, il faut réaliser que là, on n'est plus du tout en souveraineté. Alors, au mois de juillet, on a publié dans ActuIA un tableau comparatif des modèles open source. Et on s'est rendu compte qu'il y a vraiment à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a open source, et le tableau est très complexe avec, est-ce que par exemple, il y a de l'open science derrière, donc les méthodologies ont été publiées, etc. Est-ce que les jeux de données ont été publiés? Est-ce que le code a été publié, etc. etc. Et donc la question de l'open source, de toute façon, en IA, fait débat dans le sens où, qu'est-ce que l'open source? Et justement, l'Open Source Initiative a essayé d'établir une définition. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Oui, en fait, le sujet, c'est que depuis 30 ans, on fait de l'open source. Donc l'open source definition, ça a 26 ans maintenant. On voit qu'aujourd'hui, tout le monde utilise de l'open source. Toutes les infrastructures qu'on utilise sont open source. Mais plus récemment, on a un ensemble d'acteurs qui a commencé à utiliser le terme open source pour tout et n'importe quoi, parce que ça devient cool, quoi. Donc, et en fait, ça fait partie du problème qu'on essaie d'adresser au niveau de l'Open Source Initiative, qui est qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir l'open source. Comme je dis, ça fait 26 ans qu'on sait ce que c'est l'open source parce qu'on a l'open source definition. Mais qu'en fait, quand on parle d'open source IA, il y avait besoin de savoir qu'est-ce que c'était. Et donc, parce que un modèle comme Llama, si vous lisez la licence, c'est évident que ce n'est pas quelque chose qui est open source. Parce qu'il y a une limitation dans le nombre d'utilisateurs. Et quand on revient aux fondamentaux de l'open source, c'est les 4 libertés d'utiliser un logiciel, d'être capable de le modifier, d'être capable de le redistribuer et d'être capable d'étudier ce logiciel. Et ça fonctionne bien pour les logiciels, mais c'est là où, quand on arrive dans l'IA, il y a un certain nombre de logiciels open source, que ce soit TensorFlow ou PyTorch ou des choses comme ça, pour lesquels l'open source definition fonctionne parfaitement. Mais quand on commence à parler de systèmes open source et que les gens commencent à les appeler open source AI, ben là, on n'avait rien. Parce que c'est plus les mêmes, c'est plus juste du source, il y a des données, il y a toutes les données d'entraînement, etc. Donc, l'Open Source Initiative, pour quelque part sauvegarder le terme open source, a investi depuis 2 ans sur la définition de l'open source IA. Et arrive à une conclusion qui est qu'on a un texte qui est sorti dans sa première version le 28 octobre et qui en fait rappelle les 4 libertés que je viens d'énumérer et en fait indique qu'est-ce qu'on pense nécessaire en termes d'accès et en termes de publication pour être capable d'appliquer ces 4 libertés sur de l'IA. Donc c'est bien sûr les poids et les paramètres des modèles. Alors en général, les gens qui disent qu'ils font de l'open source IA, ils ont juste publié leur modèle sous licence Apache. On ne sait pas si c'est une licence qui est bien adaptée pour ça, etc. Mais voilà, tout le monde est content avec ça. Et encore, c'est le meilleur des cas. Parce qu'encore, il y en a qui publient sous leur licence qui n'est même pas open source. Ensuite, il y a les codes d'entraînement. Il y a les codes qui permettent de créer les datasets sur lesquels on a fait les entraînements.
Et puis, et c'est là qu'on a le sujet un peu de controverse, c'est que en échangeant avec des experts, etc., on s'est rendu compte que si on disait il faut absolument que toutes les données soient de l'open data, on n'aurait pas grand-chose on n'arriverait pas à avoir des modèles qui respectent ça. Donc, en fait, dans la définition, on a dit qu'il faut publier toutes les données qui sont publiables, et pour celles qui ne sont pas publiables, il faut avoir, on a le concept de data information qui est publier les données qui permettent de reconstituer ce dataset s'il n'est pas publiable tel quel. Laurence ? Ça, on l'aura jamais. Ça, on l'aura jamais. Faut pas rêver. Donc, Possible. je pense qu'il est important en fait de trouver des mesures qui permettent de définir l'analyse de ces corpus, c'est-à-dire que comprendre le pourcentage de données synthétiques, parce que la meilleure façon d'éviter le piège des données naturelles, c'est de dire je vais faire des données synthétiques, comme ça il n'y a pas de problème. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment un danger énorme. On a besoin de savoir quel pourcentage est utilisé de données synthétiques dans les systèmes et comment ils évaluent ça. On a besoin de savoir quelle est l'importance d'avoir 95% d'anglais dans l'AMA 3 et les 5% derniers, il y a 30 langues. Quelle est l'incidence d'avoir ça sur finalement la production du système, au niveau politique, au niveau idée, au niveau, c'est ça qu'il faudrait faire. Et puis les benchmarks qu'on crée, ils sont réutilisés directement par les grands groupes pour nourrir leur système. Donc il faut avoir une politique très dynamique de l'évolution de cela. On ne peut pas être avec un label statique, c'est vraiment un système d'apprentissage, on va le nourrir sans arrêt. Donc c'est tout sauf un marteau cet outil, c'est-à-dire qu'on ne tient pas le manche. Donc c'est quand même important de se doter de ces audits dynamiques. Qui va faire les audits, à votre avis ? Les Américains. Si je regarde bien quelles sont les grandes puissances qui auditent, c'est les Américains. Quels sont ceux qui vont faire les normes ? Moi, j'ai travaillé sur les normes au JTC 21. Derrière les acteurs, c'était les grands acteurs américains qui étaient là. C'est infernal, ce sujet des normes. J'ai fait 2 ans de normes. Je conseille à tout le monde d'aller mettre le pied dedans pour voir ce que c'est. Mais franchement, là, il y a la guerre des normes réellement. Et le dernier point, qui va faire les assurances ? Parce qu'on aura des petits problèmes avec ces outils, à votre avis ? Peut-être pour compléter sur le sujet de la définition, moi je suis très ambivalent sur cette définition. Et j'ai beaucoup échangé avec Stéphano, qui est en charge finalement de coordonner cette réflexion, qui a abouti à la définition 1.0. Donc moi j'étais radicalement contre la posture de Meta, qui appelait ça open source. Open source, c'est un petit peu comme un frigo. Un frigo, c'est dérivé de frigidaire, qui est une marque. Donc, voilà, c'est devenu un verbe. Open source, ça veut dire libérer la chose dans la nature. C'est un petit peu ça que c'est devenu, en fait. C'est devenu un verbe. En réalité, il faut protéger cette chose qui a été le gardien du temple, entre guillemets, de cette simili-connaissance, c'est-à-dire le code source, c'est une connaissance. C'est proche de la connaissance que l'on enseigne dans les universités. Donc, cette définition a été challengée parce que Meta a agressé la communauté en voulant s'approprier ce terme. Et pourquoi est-ce qu'ils le font ? Souvenez-vous de mon point de tout à l'heure, c'est qu'en fait, Meta est un challenger. C'est tout à fait tactique, c'est-à-dire qu'en open sourçant, il se donne la possibilité de créer un vecteur marketing qui d'ailleurs permet d'oublier très rapidement l'échec de la métaverse temporaire, parce que pénalisé sur le marché, qui permet à Zuckerberg de se soustraire de sa responsabilité sociétale sur le sujet des réseaux sociaux, et évidemment avec une équipe brillantissime, avec un Yann Lequin qui, lui, ne s'intéresse pas du tout au sujet sociétal de Facebook, ça l'arrange, va dire, voilà, nous on fait de l'open source, ce qui leur permet d'ailleurs d'utiliser l'énergie de la communauté pour créer des itérations sur le modèle, et ensuite rentrer en concurrence frontale avec OpenAI, et ne pas dépendre de Microsoft pour payer ces infrastructures qui pénaliseraient leur marge. Donc j'analyse de manière assez brutale la raison pour laquelle un Facebook le ferait. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Donc cette approche-là nécessitait une réponse de l'OSI. Et j'ai trouvé ça tout à fait pertinent, sauf qu'aujourd'hui, je réfléchis à cette composante de la donnée, et on risque d'avoir introduit un compromis qui est dangereux parce que lorsqu'on parle de ces blobs, de ces LLM, qui sont une espèce de fichiers qui capturent l'essentiel de la connaissance humaine, qu'on ne peut pas nécessairement... De l'information. De l'information, tu as raison. L'information, mais en tout cas que l'humanité a accumulé, et il y a une espèce de hold-up sur l'information, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Mais en tout cas, ça a été capturé. Et quelque part, si on compromet sur cet objet-là, alors on risque
de réussir à faire que cette information va être privatisée. Or, ça n'est pas tout à fait acceptable d'un point de vue sociétal. Donc, dans l'idée de pouvoir garder cette noblesse de l'ouverture, quelque part, je reviens sur une position antérieure, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de définition. Mais l'OSI n'avait pas le choix que de ne pas définir quelque chose. Oui, on n'avait pas le choix parce que tout le monde utilise le terme. On n'avait pas le choix parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir en disant les gens utilisent le terme, on voit bien que ça ne veut rien dire, mais qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet ? On n'avait pas le choix non plus parce que l'AI Act mentionne l'open source AI pour avoir certaines exemptions, etc. Et ce n'est pas non plus complètement un hasard si du coup des gens veulent appeler ce qu'ils font open source. L'AI, c'est du software. C'est du software. Mais non, ça dépend de quoi tu parles. Software. Il y a du hardware, il y a du software. C'est du software. Non, c'est des données. C'est des données d'humains. C'est pas la biologie. Ah bah, je sais pas, moi, le jour où tu auras les lunettes méta sur le bout du nez qui vont enregistrer en direct tout ce que tu fais, peut-être la sueur aussi, et on va aller le plus loin possible dans, finalement, l'utilisation des données. Bah, c'est pas du software, c'est pas que ça. Pourquoi on est poli avec ChatGPT, à votre avis ? Pourquoi ça marche mieux ? Le MIT sort un article disant ça marche mieux d'être poli avec ChatGPT parce qu'il y a de l'humain dedans. Mais on était poli à l'époque de Lisa. Bah écoute, là, c'était pas prouvé que ça marchait mieux. Ou alors c'était juste parce que on avait... Bon, défends tes objectifs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a derrière ce que tu dis, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein, je rajoute juste du poil à gratter, parce que là, il y a quand même des sujets importants à regarder. Hein. Alors, il y a juste un sujet aussi que je veux ajouter, c'est que l'Open Source AI Definition, telle qu'elle a été publiée par l'Open Source Initiative, on est ouvert, on regarde comment faire évoluer ça, parce que justement, on se dit bien que d'ici 2 ans, le paysage sera complètement sera vraisemblablement tout le temps, différent. hein, tous les 6 mois. Bah, c'est le challenge actuel. Voilà, même pour information, même l'Open Source Definition a évolué au cours du temps. Au début, il y avait 9 règles, maintenant il y en a 10, etc. Donc pendant les premiers mois, pendant les premières années, ça a évolué. Mais aussi, l'autre point que je veux indiquer, c'est que l'Open Source Initiative n'a pas vocation à structurer ou légiférer autour de c'est quoi l'IA, quoi. Il y a combien de licences, rappelle-le, le nombre de licences Des licences, il y en a des centaines, il y en a une dizaine ou une vingtaine que tout le monde utilise. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on ait cette Open Source AI Definition où on soit capable de dire ça, on va considérer que c'est de l'open source IA parce qu'on s'est mis d'accord qu'on voulait l'appeler comme ça. Mais derrière, avoir des lois, avoir des régulations européennes, françaises, etc., sur tous les sujets de vie privée, d'éthique, etc., l'open source n'a jamais exempté de respecter la loi, quoi. Faut que ce soit clair aussi. C'est pas parce qu'on fait des trucs ouverts qu'on se permet de ne pas respecter la loi dans les différents endroits où on est, quoi. Oui, alors moi j'ai fait ça avec le CNPEN, Comité national pilote d'éthique du numérique. On avait produit un rapport sur l'IA générative et les enjeux d'éthique, et il y avait très clairement sur l'open source cette nécessité de mesurer, d'évaluer, d'avoir des benchmarks, etc. Le gouvernement nous a quand même fait venir pour discuter cette règle uniquement, alors qu'il y en a une vingtaine ou 25 dans ce document. Et donc cette règle-là était très importante pour dire il faut préserver l'énergie de l'économie française, start-up nation, et Mistral AI in first. Mais ça, c'est un autre problème. C'est que comment on fait pour mieux expliquer au gouvernement qu'est-ce que c'est l'open source et que c'est pas juste un mot-clé un peu sympa, quoi. Et qui l'explique ? C'est Yann Lequin qui est notre Mbappé de l'IA. Mais Mbappé de l'IA. Yann fait du bon boulot aussi. Oui, je sais, je l'aime bien aussi, mais là, bon... J'avais une question sur le... On parle de dataset. Une question que je ne sais pas, alors c'est directement pour vous. Est-ce qu'un programme compilé peut être considéré comme open source ? Et si je libère que des binaires, est-ce que c'est considéré comme l'open source ? Non, parce que tu peux pas l'étudier, et donc non. Donc là, ça veut dire qu'on a un process qui prend du texte, qui en fait quelque chose qui n'est pas open source. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on voit... C'est tout le sujet de... Ça veut dire quoi, mettre une licence sur les poids d'un modèle c'est ça. J'ai l'impression qu'on se revient au même problème. Un peu de mon expertise, là. C'est l'open weights. C'est l'open weights, tu as raison. Le binaire, c'est l'équivalent de l'open weights. Exactement. Et du coup, si on veut l'open source, pour moi, je suis complètement aligné sur le fait qu'il faut que j'ai les datasets, pas juste les métriques. Mais c'est pas possible.
Eh ben, là, l'IA open source n'existe pas à ce moment-là. Je pense que ça n'existe parce pas que de façon pure. Pourquoi est-ce que nous, on fait de l'open source? Nous, on utilise de l'open source dans un produit. Parce qu'on a une garantie de réplicabilité. C'est-à-dire que si j'ai un modèle, si j'ai rien, je peux répliquer. Si j'ai le code source, je peux le compiler pour ma target, je peux l'utiliser. Si j'ai un modèle, je peux l'utiliser. Par contre, je ne pourrais pas le reproduire parce que je n'aurai pas accès aux données. En quel cas, je mets potentiellement en danger quelque chose dans mon infrastructure. Donc c'est pour ça que si je veux vraiment utiliser le plus secure, il faut celui où j'ai accès au plus maximum de données pour potentiellement le refaire. Non, moi, je suis pas d'accord pour un problème aussi d'économie d'énergie. Enfin, je veux dire, on a créé ces LLM aussi pour pouvoir réutiliser des choses qu'on avait déjà fait avant dans un premier système. Après, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a certains cas... C'est un choix d'écologie. Non. Il y a des technos qui n'existent pas actuellement. Sur des embeddings multimodaux, il se trouve qu'en français, j'ai pas d'embedding multimodal qui marche. Là. Donc il me faut. C'est ce que est en train de faire QTI. Oui, il est open. Il a promis de le faire bientôt. Il a promis, je l'ai pas. Ah, mais tu l'auras dans 6 mois. Mais je peux pas parler de 6 mois. Voilà. Donc soyons déjà heureux que ça existe, tu vois. Oui, alors, est-ce qu'ils vont libérer tous les datasets? Peut-être. Alors, les datasets, je ne sais pas, mais en tout cas, l'outil tel qu'il aura été conçu, il vient de Claude Anthropique. Donc, est-ce que tout le monde va devenir direct, va donner toutes ces données? Non, c'est le pétrole. Enfin, je veux dire, les gens ont compris. Ils challenge avec quoi? Avec les données et les sparadraps qu'ils mettent au-dessus en faisant des tas d'outils en plus du LLM. Mais il y a un problème légal. Il y a un problème légal. C'est-à-dire que si on polarise le débat, et donc la définition est un sujet important plutôt de tactique et d'organisme finalement qui se pose au centre en disant voilà la définition elle est claire. Donc il y a un sujet là-dessus. Mais globalement, si on polarise, les modèles 100% open, il y en a très peu. Parce que tu as raison sur cette notion-là. Les modèles 100% fermés, OpenAI, d'ailleurs, sympa le nom OpenAI pour un modèle 100% fermé, eh bien, ces entreprises-là sont responsables de ce qu'elles vendent. C'est important. Parce que la version open source partielle fait que qui est responsable de l'information qui a été volée à un ayant droit, qui se retrouve dans un LLM dit OpenWeights, et que l'on intègre dans un logiciel open source. Qui est responsable ? Et donc voilà, en fait, globalement, il faut un peu polariser le débat. C'est-à-dire que si c'est 100% open, dans ce cas-là, on est capable d'éditer, d'enlever les choses qui sont illégitimes d'un point de vue du droit. Et si on est 100% fermé, dans ce cas-là, on prend la responsabilité. OpenAI est une entreprise qui sera responsable de ce qu'elle livre comme solution. J'ai peur que si moi je fais une application pour un client final où j'appelle l'API d'OpenAI, c'est moi le responsable. Au sens de l'AI Act, ce sera moi. Oui, mais tu pourras les attaquer. Enfin bon, ne te leurre pas. Parce que j'ai vraiment envie. Ça, good luck. Et donc se pose la question éthique ensuite. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord d'utiliser une technologie qui n'est pas prête? C'est pour ça que moi j'étais plutôt dans l'avant Llama 2. Je pensais que c'était déraisonnable que Facebook fasse cela. C'est pas leur business de faire ça. Et c'est comme si on disait voilà, le nucléaire, finalement, on est challenger, on va libérer les plans pour fabriquer des bombes, et puis on va le donner à tout le monde pour qu'ils s'amusent un petit peu. Hein, ce sera rigolo, et puis en plus, comme ça, on pourra le faire moins cher. Non, en fait, on est sur un sujet assez important pour l'humanité, un petit peu de l'ordre de la biotech, un petit peu de l'ordre du nucléaire, un petit peu de l'ordre de cette IA qui, elle, est assez toxique si on ne fait pas très attention. Moi, je dirais qu'il y a une garantie quand même qu'on devrait avoir, mais on méprise ça en France, c'est la recherche quand même. On devrait avoir un open source pour la recherche. C'est-à-dire la capacité d'experts d'aller fouiller dans les systèmes. On a voulu faire ça pour Bloom. J'étais la seule à parler de Bloom dans le monde au moment où on a interviewé un certain nombre de gens sur l'IA générative. Pourquoi ? Le gouvernement a mis de l'argent, le CNRS a mis de l'argent dedans, il y avait 1000 chercheurs du monde entier, il y avait une puissance de volonté en tout cas d'aller regarder comment marchaient ces systèmes. Pour avoir été dans ces milieux depuis très longtemps, j'avais eu avant un petit comité Llama 2 avec tous les Google, Meta, tous les grands du moment, dire c'est très dangereux ce qu'on est en train de faire. GPT-2, c'était très dangereux, vous voyez. Et tout le monde disait ça. Donc d'un seul coup, il y a ce hold-up, je prends ce terme aussi, qui le met dans les mains de tout le monde. Mais est-ce que c'est pas ça l'open source? Est-ce qu'on ne va pas avoir un open source restreint à des gens qui sont censés être experts et pas en désir d'utiliser ça pour n'importe quoi? Alors est-ce que l'industrie est dans une case aussi? Enfin, est-ce qu'il ne faut pas justement être moins pur et moins global dans la manière dont on définit tout ça? Juste, je voudrais revenir à pourquoi le terme open source a si bonne presse. C'est parce que, effectivement, depuis 26 ans, on a défini l'open source. On a tout un tas de technologies et aujourd'hui, on est d'accord
encore plus ici pour dire que 80-90% de tout le software qu'on utilise est un software open source. Et en fait, on s'aperçoit que le fait d'avoir défini l'open source et d'avoir permis cette collaboration un peu sans frontières a permis d'arriver au niveau où on en est aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est comment reproduire au niveau de l'IA. Enfin, je pense que les gens qui utilisent le terme open source pour l'IA, c'est comment reproduire au niveau de l'IA le niveau d'innovation et le niveau de collaboration qu'on a eu dans le logiciel globalement dans les 25 dernières années. Et ça, je vois mal comment on peut contrôler ça, en fait. Pour être un peu de l'autre côté, il y a quand même des belles choses. Enfin, quand on voit un lama et le nombre de fine-tune, de modifications de lama qui sont apparues, qui répondent à différents aspects. Soyons clairs, hein. Lama, moi je dis pas que c'est mal. Hein. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de... J'ai pas d'avis sur la question. Je dis juste que c'est pas open source. Non, c'est trop tard. Non, mais d'ailleurs, ils étaient dans Bloom. Ça. Meta. Ils étaient très acteurs dans Bloom et effectivement, c'est des chercheurs très bons. Il n'y a pas de souci. Le point, c'était, moi, dans l'open source, c'est la contribution. On parle de contribution open source, c'est comment une communauté peut aider à améliorer un produit. Je trouve qu'on retrouve un petit peu cette dynamique sur les grands modèles dans une certaine mesure. La certaine mesure, c'est le prix. C'est-à-dire que moi, je contribue, oui, mais si je dois me refaire un réentraînement d'une partie, ça va me coûter très cher. On parlait d'évaluation. On s'est intéressé, nous, à une petite capacité d'un modèle. On voulait savoir s'il se comportait, s'il faisait des vraies déductions. On a juste benchmarké un petit peu. Ça nous a coûté 25 000 balles. Non, mais demandez à des chercheurs. Non, mais c'était pas des bons. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. L'industrie d'un côté, la recherche de l'autre. La recherche est en train de perdre ses financements, perdre ses chercheurs qui s'en vont aux États-Unis. Là, je parle de fait par des personnes en CIFRE qui sont à l'INRIA. Mais est-ce que les chercheurs ont de toute façon les moyens? Oui, parce que justement, il y a de l'open source. Oui, mais il y a le compute. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a mouliné des systèmes comme ça. Donc en fait, pour répondre à cette question des chercheurs, il faut revenir à cette question fondamentale de la maîtrise. Parce que l'open source, quelque part, appelle à une espèce de maîtrise d'œuvre, de bout en bout. On est capable d'inspecter le code, ça veut dire qu'on sait lire du code. Ça nécessite donc une espèce d'expertise. Et donc, tu as raison. Il faut que les experts, les vrais, pas ceux qui utilisent, parce que beaucoup de startups en IA font juste un call API, c'est un peu facile, c'est pas de l'IA. Hein. En revanche, les chercheurs, eux, sont capables d'évaluer à la fois les aspects très théoriques, fondamentaux, extrapolés. Les hyperparamètres. Voilà, les hyperparamètres qui sont des sujets assez complexes qu'on ignore complètement aujourd'hui dans l'usage. Donc, cette notion d'exigence doit venir comme une espèce de guide moral. On doit comprendre ce qui se passe. Donc, on doit le déconstruire. Et donc, même si les données ne sont pas pleinement accessibles, la moindre des choses, c'est qu'on publie la métadata. Sinon, le débat est clos. On n'est pas dans la définition. Et donc, on est fermé. En revanche, si on a la métadata et qu'on a une possibilité d'accès, voire un audit, peut-être sous signe privé, pour aller jusqu'au bout de la démarche intellectuelle pour comprendre et déconstruire, là, on a quelque chose. Le danger, c'est que, à la fois parce que le coût est très élevé, donc 25 000 € pour une start-up, c'est cher. Oui, c'est ça, c'est un peu ridicule, mais c'est très cher pour nous. C'est très cher. Donc, en fait, il faut pouvoir exiger que l'on puisse comprendre et avoir accès à cette technologie qui est effectivement disruptive dans l'État. Elle est disruptive. C'est pour ça qu'il faut inventer ce nouveau paradigme d'amélioration de nos connaissances par rapport à ce qu'on fait. C'est pas seulement du PIB. Et si on le bouge un peu en disant ça fait partie de notre culture, ça fait partie des informations nécessaires pour l'éducation de nos enfants, pour ci, pour ça, on va trouver d'autres objectifs. Ces objectifs-là, c'est peut-être utopiste ce que je raconte, mais purée, quand est-ce qu'on va prendre conscience de ça? Je veux dire, c'est abominable. C'est pas du PIB, hein, c'est du PIB relatif. Parce que le PIB en soi, on s'en fout. Par contre, le PIB relatif, sachant que la France est 3% du PIB mondial, on est en train de chuter par rapport aux États-Unis. Dramatique. Mais pour être très concret, alors peut-on vraiment faire aujourd'hui de l'open source réel à 100% en matière d'IA? Alors, vous avez évoqué Bloom tout à l'heure, Laurence, mais on sait que ça a été peut-être un succès au niveau de la recherche, mais pas un succès marketing ou production en tout cas. C'est quoi les succès marketing? Arrêtons avec ce terme. En tout cas, personne n'en parle, justement. Si l'État était dedans, on a profité aussi. Je peux vous citer d'autres groupes. Enfin bon, il faut arrêter. C'est pas parce que le commun des mortels est au courant que c'est pas marketé pour les gens conscients des experts. Alors, peut-être que le succès, en tout cas, n'est pas au rendez-vous au niveau de la production. Est-il vraiment déployé à grande échelle? Est-il utilisé par le gouvernement? Hugging Face continue à faire des choses très bien et a des ressources que tout le monde utilise. Et Hugging Face était à la base de Bloom. Bien sûr. Donc ça continue. Oui. Hugging Face est une plateforme très importante dans le domaine. Et elle publie justement des... Eux disent faire de l'open source. Est-ce qu'ils font de l'open source? Pour moi, oui.
On peut avoir Non. des choses très belles. On peut aussi citer StarCoder 2, par exemple, qui en fait, ils ont entraîné une sorte de copilot basé sur les données de Software Heritage et ils arrivent à des résultats fantastiques. Donc il y a moyen de faire des choses, mais moi, juste pour reprendre un peu ce que disait Laurence, c'est que en fait, on utilise souvent le terme open source aussi en se disant l'open source c'est cool pour la souveraineté ou enfin l'open source c'est intéressant pour la souveraineté, etc. Mais en fait, c'est pas juste qu'il y ait de l'open source qui est intéressant pour la souveraineté, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut donner les moyens aux chercheurs de bosser, il faut avoir des développeurs qui vont comprendre le code, parce que le fait d'avoir la capacité d'exécuter du code, de comprendre le code, de changer le code et de C'est la redistribuer, créativité, hein, mais c'est la créativité, mais ça veut dire qu'il faut aussi investir dans des développeurs, des chercheurs, etc. Et honnêtement, même si on a beaucoup de gens ici que ça concerne, je suis pas certain qu'on soit super bon en France ou en Europe on est de moins en moins là-dessus. On est de moins en moins bon. Voilà. Alors, si, en fait. Vas-y. Justement, on va réagir le débat parce que ta question était sur l'IA. Or, l'IA, c'est pas que l'LLM et la Gen AI. Donc, l'IA, c'est aussi le machine learning. Et donc, je parle évidemment du projet Probable Scikit-Learn. Mais pourquoi faire cette distinction? L'IA générative, c'est du machine learning. Bien sûr. Bon, pourquoi tu dis c'est Non, aussi le c'est pas une machine distinction, learning? c'est aussi, c'est un surensemble. Donc, l'IA, la grande famille, parce qu'on a tendance à ne parler que des LLM en ce moment. Donc, c'est 90% de la conversation, mais c'est 10% en production dans la vraie vie. Donc, en réalité, l'IA, c'est aussi des choses que l'on sait faire. Donc, Scikit-Learn, que certains disent, si vous pouvez lever la main, qui connaît Scikit-Learn? Donc, voilà, un petit 10%. Qui l'utilise? C'est 10%. Donc, Scikit-Learn est une technologie développée à l'INRIA qui est née finalement avec cette grande renaissance de la data science et de la science des données, qui a abouti finalement à cette capacité de mettre en production des modèles d'IA, de machine learning, par exemple détection de fraude, moteur de recommandation, etc. Netflix, Amazon utilisent ça depuis 10-15 ans. Donc cette notion de machine learning a été encodée à l'INRIA dans une bibliothèque open source qui s'appelle Scikit-Learn, Scientific Toolkit for Machine Learning. Cette technologie a été téléchargée 1,5 milliard de fois. Et le barycentre des développeurs, de la compétence, du know-how, était sur le plateau de Saclay. C'est plus de téléchargement, l'est toujours. Mais cette équipe-là, elle est chez Probable aujourd'hui. Donc on a créé une spin-off d'INRIA. Vous avez slurpé Oui, mais en tout cas, l'État, tu es coactionnaire, by the way, parce que l'État français est coactionnaire de cette entreprise. Mais parenthèse fermée sur Probable, Scikit-Learn est plus téléchargé que PyTorch de Meta et TensorFlow combinés, a généré plus de dépendances dans le monde que PyTorch et TensorFlow combinés. Plus d'1 million de projets dans le monde dépendent de Scikit-Learn. Donc on a créé cette spin-off, mais on est en face d'un succès français mais phénoménal. Il n'y a pas une entreprise dans le monde qui fait la data science qui ne dépend pas de Scikit-Learn, pas une. JP Morgan a 400 modèles en production, c'est du Scikit-Learn. JP Morgan perdrait de l'argent sans ce truc-là. Donc les Français sont tout à fait capables, on le dit toujours, c'est toujours vrai. Par contre, sont nullissimes en marketing, nullissimes en monétisation. Donc Scikit-Learn, personne ne connaît en dehors de la data science, 10% de la salle ici, alors que c'est un succès colossal. 80 millions de téléchargements par mois, 25% Chine, 22% US, 14% Inde, 5% UK, 4% Allemagne, 3% France. 97% à l'export. Cadeau. Voilà, c'est l'excellence française dans sa plus belle forme. C'est mieux que ça. Ça veut dire qu'on là, c'est du sens. On a vérifié un certain nombre de choses. Et ça rapporte aussi. Ça rapporte énormément. Le PIB ? Non. Mais on pourrait transformer, c'est ça que tu dis ? En fait, c'est l'objectif. Mais l'objectif, c'est plutôt de réaligner. Tu veux remettre ça plus en open source ? Pas du tout, justement. Non, on va être plutôt... Je blaguais. Hein. Non, mais c'est une bonne question. On ne prévoit pas de changer la licence de Scikit-Learn, qui est en BSD3, donc extrêmement permissif. Et comme on est sur un outil qui fait partie déjà du patrimoine de l'humanité, parce que tout le monde l'utilise dans sa version stable, alors l'objectif, c'est plutôt d'emprunter les méthodologies de Red Hat au tout début. C'est-à-dire Linux d'un côté, il contribue à Linux et il crée une version pour l'entreprise avec des fonctions valeur ajoutée supplémentaires. Donc additif. Oui, en fait, c'est chrono. Ça prend le nouveau code et ça le rend open source. Pas le nouveau code, parce qu'on construit un produit à côté.
Non, mais de la même façon qu'il ne faut pas séparer les chercheurs et l'industrie, je pense qu'il ne faut pas le faire dans l'autre sens non plus. Et moi, je pense que c'est super intéressant et que la démarche de dire, voilà, on a ce succès qui est un succès académique, qui est un succès d'adoption, etc. Mais à un moment donné, il faut en faire aussi un succès business, parce que si on n'en fait pas un succès business, bah, c'est les Américains qui vont en faire un succès business. En fait, le cash sert à maintenir, entre autres, et éventuellement créer quelque chose par-dessus. Mais il faut maintenir, ça coûte cher. Et puis j'imagine que ça permet d'avoir quelqu'un contre qui se retourner en cas de problème, parce que justement, on parlait tout à l'heure d'OpenAI, envers qui on peut se retourner en cas de souci, on en parlait tout à l'heure. Mais imaginons qu'un projet open source soit mené par la communauté. Est-ce que vous, de votre côté, au sein de CraftAI, ce serait un frein de l'adopter? Est-ce que vous auriez peur au niveau de la responsabilité? Comment vous voyez les choses? Non, au contraire, ce que je disais, c'est que quand on choisit une libre open source, l'activité de la communauté est un facteur de sélection. Plus une libre est vivante, plus elle est active, plus on va augmenter sa confiance. Donc, plutôt non. Faut qu'on ait des LTS, enfin des versions stables sur lesquelles on puisse s'appuyer, qu'on va potentiellement cloner pour être sûr qu'on soit vraiment sur cette version-là et qu'il n'y ait pas de surprise. Mais non, plus c'est maintenu et plus c'est vivant, plus on va s'aligner. Après, si on voit qu'il y a des divergences dans la direction de la librairie ou des choses comme ça, on va peut-être un peu se méfier, mais globalement non. Et puis nous, ça a donné l'occasion de contribuer aussi, parce qu'en entreprise, quand on utilise des librairies, on peut pousser certaines fonctionnalités, les faire. Enfin voilà, on a tout le contrôle. Donc non. Donc vous en acceptez la responsabilité légale, en fait. Par contre, évidemment, une fois qu'on a choisi un produit, évidemment, on ne va pas le brancher et fermer les yeux. On va brancher, faire notre batterie de test unitaire, test d'intégration, potentiellement regarder un peu le code. On prend la responsabilité d'avoir pris cette lib-là. Oui, complètement. D'accord. Et donc sur l'IA, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Ça, c'est un sujet intéressant par rapport à toute la problématique des licences open source. C'est que les licences open source, elles disent tous no warranty, no liability. Mais en fait, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les licences open source ne sont pas une exemption à respecter la loi dans les endroits où on se trouve. Donc, c'est une façon de gérer la propriété intellectuelle et qui vient avec le minimum d'implication. Mais le no warranty, no liability, ça veut dire qu'à un moment donné, l'acteur qui va utiliser un composant open source, lui, les régulations du type Product Liability Directive ou AI Act, etc., il va devoir les adresser et il va devoir les respecter. Donc, c'est quand même quelque chose à garder en tête aussi, ça. Et c'est là où, en fait, il faut se battre au niveau intellectuel et au niveau aussi écosystémique. C'est que AWS, par exemple, qui est très en retard quelque part dans sa captation, en tout cas de sa capacité d'être dans la course sur l'IA, vient de sortir hier, je pense, toute une gamme de modèles exclusivement utilisables sur AWS. Et en fait, eux répondent clairement à ce que cherche l'entreprise. C'est simple. J'ai le call API, donc c'est façon OpenAI, mais en B2B infrastructure, très clair. Et comme ils sont déjà positionnés sur toute la stack, il y a SaaS. Ils n'ont pas de SaaS, ils n'ont pas besoin. En fait, ils ont la réponse pour l'entreprise. C'est pas cher, c'est scalable, et on prend la responsabilité de ce qu'on vous donne. Et du coup, Small Business Act ou pas, nos grandes entreprises, elles vont aller voir AWS parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher pour elles. Et quelque part, il y a... leur faire comprendre aussi qu'à un moment donné, ils vont être pieds et poings liés et que peut-être qu'il faudrait faire attention. Et en fait, c'est cette notion d'être locataire d'une infrastructure américaine. Donc, je reviens sur mon premier point. L'open source, ou l'open innovation, ou l'open au sens large, c'est un instrument du challenger, que ce soit une entreprise ou une nation, ou une superstructure comme l'Europe, ou une fédération qui, j'espère, un jour le deviendra, parce qu'on ne peut pas concourir en tant que pays au sein de l'Union européenne. La France est un pays qui se croit encore grand. La France est un petit pays. Et donc, on n'en a pas de choix. C'est l'Europe ou rien, sinon on va se faire complètement écrabouiller. Mais du coup, j'aime bien l'idée du challenger, mais pour moi aussi, l'Europe, tu le dis, l'Europe n'a qu'une solution, c'est de faire de l'open source. Parce que on est tellement... Pas de faire. D'adopter, mais aussi... Et de soutenir.
d'utiliser l'open source pour conquérir le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bloc américain, le bloc chinois, quand ils veulent avoir des technologies qui sont adoptées partout, ils les mettent en open source. Pour des raisons différentes, mais ils les mettent en open source. Et nous, on a le terme open source, on le cite dans 2-3 régulations où tout le monde se dit « Waouh, il y a l'open source, comment on va faire pour s'en sortir ?» Mais derrière, les stratégies open source, comme on n'a pas non plus les grands acteurs du software, etc., à un moment, il y a toute une mayonnaise à faire prendre que, honnêtement, je ne sais pas comment faire pour mieux moi, pour la commence, tout ça s'accélère et on tourne autour du pot. Tout à l'heure, il a été dit que l'open source, c'était Pierre qui disait ça, l'open source, c'est pas une fin, c'est un moyen. En réalité, c'est un peu plus que ça, je pense. C'est une posture. Philosophie. Une philosophie, voilà. C'est-à-dire que si on adopte cette philosophie... Faire du marketing, tu te rappelles ? Absolument. Et quelque part, je pense que notre président de la République a raté une opportunité d'aller jusqu'au bout de sa réflexion sur la notion de renaissance. Parce que la renaissance est quelque chose qui nous correspond bien, nous autres Européens, parce que la renaissance intellectuelle, scientifique, est ancrée dans cette idée de la connaissance. Et si on allait jusqu'au bout de ce modèle, on pourrait peut-être réinventer l'Europe, qui est différente des États-Unis, qu'on essaye de copier palement, même si ce sont nos partenaires pour l'instant. Les Américains nous ont sauvés de nous-mêmes après la Deuxième Guerre mondiale, heureusement, mais ce sont les Européens qui ont créé les États-Unis. Donc nos destins sont un peu liés pour l'instant. Mais un découplage dans la séquence terrible Trump, America First, puis Covid, où on se rend compte qu'on ne sait même pas faire de masque, 3, la guerre en Ukraine, 4, la Gen AI qui nous tombe dessus et on est en retard déjà, 5, America First, Trump 2. Voilà. Donc globalement, si on n'a pas compris le message, il faut qu'on se distingue sur notre singularité. Pour moi, c'est un sujet fondamental. On ne peut pas faire l'ensemble. Il y a un autre message qui va dans le même sens, qui est plus petit, mais quand même. Il y a eu ce bug de Microsoft Cyber, là, qui montrait que d'un seul coup, le monde était immobile. Et donc la dépendance et finalement les monopoles, c'est très très mauvais, ça. Donc l'open source, c'est aussi plus... Va plus loin. Si les Américains souhaitaient nous éteindre, ils le feraient du jour au lendemain. Là, c'était un bug qui était réservé à 10% du parc. Mais les Américains peuvent éteindre la France. On va comprendre le danger. J'ai pas vu beaucoup de réactions après coup, quoi. Il y a quand même pas mal de choses, justement, sur les normes des clouds européens qui imposent l'autonomie en cas de coupage, de rupture avec les États-Unis. Et tous les grands cloud providers ont des antennes ou des variantes en France avec des grands acteurs type Thales ou pour mettre des clouds justement qui soient un maximum séparés. Mais j'aime beaucoup l'idée. Hein. Je pense que c'est nécessaire. Vous avez raison. Maintenant, le jour J, quand ça s'est passé, j'ai pas vu beaucoup cela. Non, parce que les Américains. Ça arrivera dans 6 mois, je pense. C'est pour ça. Bon, disons qu'on va dans la bonne direction alors. Ouais, allez, vendu. Mais je me demande quand même comment on peut se donner les moyens, parce que alors vous de votre côté, Yann, vous avec votre entreprise, vous arrivez à financer le développement de Scikit-learn, mais c'est une librairie et non un modèle. Et en fait, quand on parle de modèle d'IA générative, on est tout de suite sur des coûts énormes. Donc, alors on a parlé de Bloom tout à l'heure, mais qui a été mis au point, je pense, il y a 1 an ou 2 ans. Depuis, ça a beaucoup évolué. Non, c'est plus que ça. C'était 2021, 2020. Voilà, donc le temps passe très vite. Donc c'est très ancien maintenant. Comment peut-on envisager de mettre au point une IA LLM, Generative AI, open source, et la maintenir à jour? Est-ce que ça devrait être financé via un modèle économique d'entreprise, un peu comme vous, Yann, mais comme on disait, les coûts ne sont absolument pas les mêmes? Est-ce que ça doit être financé par les gouvernements à perte, entre guillemets, en espérant que ça rapporte des points de PIB et de souveraineté? Alors, on essaye souvent de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour être numéro 1. Ou d'ailleurs, on nous dit qu'on est les numéros 1 ou qu'on sera les numéros 1 en investissant, etc., etc. Les politiques publiques essayent de faire des choses, c'est vrai. Je pense qu'on doit être beaucoup plus humble que ça. Donc, on parlait de cette dépendance absolue. Moi, je mesure la souveraineté numérique française. Mauvaise nouvelle, elle est proche de 0. C'est 1%, en fait. C'est la quantité d'achats endogènes par rapport à la consommation pour le bien du pays. Donc en fait, 99% de l'achat, que ce soit des puces, au IaaS, au PaaS, au SaaS, vient de solutions extraterritoriales en chiffre d'affaires. Donc notre souveraineté, elle est de 1%. La question devrait être, comment est-ce qu'on passe de 1 à 2% si on était ambitieux? Or, chaque année, on s'enfonce.
Le risque, c'est que l'an prochain, on soit à 0,5%. Donc cette question-là de dynamique est pour moi la plus importante. Et si je fais un parallèle qui va peut-être choquer certains d'entre vous ici, si on est vraiment humble, puisqu'on a raté déjà ce virage de l'infrastructure de l'IA, tellement c'est cher, il faut être réaliste. Mario Draghi publie un rapport, il a raison, il faut injecter 800 milliards. On ne va pas les trouver. On ne va pas trouver ces 800 milliards. Et l'Europe est en train de se liquéfier avec l'Allemagne qui va mal, la France qui va mal. Donc comment est-ce qu'on réussit? En ayant une posture qui fait que, voilà, globalement, on accepte que l'Europe est un peu comme l'Afrique, pré-adoption de la mobilité. Et qu'ont fait les nations africaines? Eh bien, elles ont adopté la mobilité pour faire un quantum leap, un saut. Quel est notre saut à nous? Eh bien, il y a un article de Sequoia Capital qui est très intéressant. Ils ont écrit un article il y a 6 mois ou plus qui disait les capitaux risqueurs ont incinéré 200 milliards dans la Gen AI. Oups, ils ont corrigé l'article 6 mois plus tard, c'est 600 milliards. Et en fait, ces capitaux incinérés sont en train de géoformer une nouvelle strate d'infrastructure. Et ces capitaux-là, en fait, il y a ceux qui peuvent incinérer ces capitaux et ceux qui ne peuvent pas. Nous, on ne peut pas, on ne sait pas. Et l'Europe est mal organisée pour pouvoir le faire. Donc, voilà pour ça. C'est exactement ce qui s'est passé dans le marché des télécoms il y a 25 ans, où des capitaux ont été incinérés, des boîtes ont fait faillite, des investisseurs ont perdu tout leur argent, et ensuite, l'adoption arrive. Donc, si on se projette dans le temps, on doit être beaucoup plus agile et se dire qu'est-ce qu'on va faire avec les usages, qu'est-ce qu'on va faire avec la nature des données, qu'est-ce qu'on va faire avec l'éthique, la politique philosophique européenne, industrielle et philosophique dans ce cas-là, pour rattraper notre temps perdu, mais sur la phase d'après. Donc l'inférence, l'adoption, la régulation, et les communs. Et les communs, voilà. Mais les régulations, comme le disait Laurence tout à l'heure, pour l'instant, malheureusement, elle est dominée par les États-Unis, même si nous, en Europe, on se veut un peu les apôtres de l'éthique, et c'est un peu la vision qu'on a, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas les meilleurs, oui, mais on a l'éthique, on a les valeurs, etc. Et en fait, pour l'instant, c'est pas forcément l'Europe qui mène le débat pour autant, Laurence. En fait, ils n'ont pas les moyens. Il y a pas beaucoup. Enfin, pour avoir été à l'AFNOR, et j'étais responsable d'un groupe qui était Fonds National AI and Societal Aspect of AI, Foundation and Societal Aspect of AI, qui regroupait l'IA de confiance, Green AI, le nudge, qui était mon sujet de recherche, c'est-à-dire l'incitation à faire quelque chose, comment on va manipuler, inciter doucement, et qu'est-ce qu'on doit faire pour réguler ça. On a poussé pour que ce soit des normes, d'abord plus qu'européennes, plutôt ISO, donc c'est assez réussi parce qu'elles sont parties surtout sur l'ISO, mais l'IA de confiance, c'est l'Europe. Mais qu'est-ce que c'est que l'IA de confiance? Parce que, enfin, raisonnablement, la confiance, on la définit pas de la même façon. Donc en France, on parle de tiers de confiance. On parle d'un troisième acteur. Vous avez un contrat one-one et il y a un tiers de confiance et des preuves. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est juste one-one, quoi. On fait confiance. Quand vous êtes en Chine, eh ben, c'est l'État qui est le garant, le tiers de confiance. Donc vous voyez déjà dans la définition, c'est un cauchemar pour faire prendre conscience à tous les acteurs autour de la table que c'est important d'avoir des tiers de confiance. Donc on est en train de pédaler là-dessus. Alors que les Américains disent on va simplifier. On l'entend du gouvernement tout le temps. Et notre gouvernement ne comprend pas où s'aligne pour des raisons aussi d'économie. Mais on est piloté par l'économie. On n'est absolument pas piloté par une anticipation, comme tu disais, une vision moyen terme de ce qu'on pourrait faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est à l'industrie de s'organiser. Je veux dire, il faut arrêter de penser que le gouvernement va aider à cela. On va leur montrer ce qu'il faut faire, quoi. Je pense qu'il y a besoin de comprendre que les communs, il faut les créer, qu'il faut faire ce genre d'initiative, il faut aller récupérer toutes les pépites qu'on voit, les monter et faire que les gens dans la société aient confiance aussi. C'est pas seulement un blason. Si vous mettez un label, c'est demain, il est plus valable. Et les jeunes, surtout, qui a moins de 25 ans dans la salle? Trop peu. 3, 4, 5 personnes. En fait, la nouvelle génération... On ne s'intéresse pas à ça. Non, si. En fait, peut-être parce qu'ils ne sont pas là qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Non. Je pense qu'au contraire, votre génération a besoin de sens parce que le monde de demain est plus complexe que le monde d'hier. On avait une espèce de stabilité où certains se sont un peu gavés financièrement sans prendre en compte les risques à terme. Votre génération va avoir plus de difficultés parce que le monde se complexifie, se désaligne. On a l'environnement, évidemment, mais globalement, la recherche de sens. Et donc, c'est cet alignement qui va permettre de faire certaines choses mieux. Et les plus vieux d'entre nous, donc le reste de la salle, et globalement, on doit composer avec ça. On doit faire un pari aussi pour nos enfants à nous. Et je pense que c'est cet alignement, ce projet européen qui manque.
C'est le vrai sujet, et c'est pour ça qu'on se bat. Moi, je suis président de la Fondation Blaise Pascal, avec Cédric Villani et Hugo Duménil, qui sont médailles Fields en mathématiques, pour promouvoir l'idée qu'il faut faire de la science à nos enfants, et qu'il faut plus de mathématiques, plus d'informatique, et trouver le sens de tout ça. Donc on fait des tas de choses hors école. On a beau faire des outils gratuits, disponibles pour parler d'IA et d'éthique, par exemple, avant la 6e, avant qu'ils codent, sur les usages. Ils ont tous un téléphone, un grand frère, ils vont sur les réseaux sociaux. C'est urgent de dire, attention, de faire comprendre les choses et de les faire créer autour de ça. La façon de débrancher les écrans, c'est pas juste, tu n'auras pas d'écran. Mais non, mais tu vas faire un truc avec ça. On va te montrer comment tu crées avec ça. C'est ça qui manque. Et franchement, demain, l'éducation, elle est en train de mourir, là, en France. Gaël, un mot rapide, je vois que vous voulez Ouais, intervenir. oui, je voulais juste rappeler un truc, c'est que dans open source, il y a source code, et en fait, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire il faut que, au niveau de l'éducation, au niveau des enfants, mais aussi au niveau des entreprises, nos entreprises, même si c'est des entreprises industrielles, elles ont toutes des systèmes d'information, elles sont toutes dans des domaines qui deviennent software-driven quelque chose, que ce soit du software-driven vehicle, software-driven space, whatever. Et en fait, l'open source est une opportunité si on a des développeurs qui utilisent l'open source, qui contribuent à de l'open source et qui créent aussi de l'open source. Et honnêtement, Scikit-learn est une réussite, mais il faudrait qu'il y ait des dizaines, des centaines de Scikit-learn pour qu'on puisse être plus souverain. C'est pas tout à fait vrai, il y a un ensemble de chercheurs quand même derrière. On est en train de déborder complètement. Il y a des chercheurs, je suis d'accord. Il y a la recherche aussi, mais... Mais tu as raison. On peut imaginer que ce soit juste les chercheurs qui écrivent du code parce qu'ils sont super brillants. Et puis non. C'est justement là où il faudrait que les industriels donnent leur code aussi ou participent à cela. Et on a besoin d'être vraiment plus présents sur ces sujets. Mais peut-être vous le faites. Tu peux répondre 30 secondes. 30 secondes, ouais. Non, j'allais dire justement, ce qui est vachement intéressant dans l'IA, c'est qu'avant, c'était très les publications. Donc moi, j'ai fait ma thèse en IA dans les années 2000. Il n'y avait pas d'industriel dans les confs. Conf d'IA, il y avait 0 industriel. Maintenant, ICML, NeurIPS, les industriels publient dans ces conférences-là. Nous les premiers, pour déjà montrer le savoir-faire. Et les fonds d'investissement. Oui, mais il n'y a pas un Européen. Par contre, ça, c'est moche. C'est vrai que le salon, il y a tous les fonds d'investissement. Et il n'y a pas un Européen. Moi, je vais dans des confs aussi. ICML, je peux te citer un Européen. Là. Nous, on était ICML. On est publié à ICML. Et on n'est pas les seuls. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Bah oui, après, je suis d'accord qu'il faut dynamiser ça. Après, il y a Google. Moi, j'ai vu beaucoup de Chinois. En majorité, c'était des industriels chinois, d'accord, dans nos confs, même en Europe, hein, à Rhodes, à CASP, sur le traitement du signal machine learning, que des Chinois industriels et les Américains, les grands groupes, et 2 industriels européens sur une conférence qui publie 650 papiers, où avant, on était au niveau des Américains, et maintenant, on est perdu. Mais à la réponse, est-ce que les industriels publient et contribuent? La réponse est oui. Est-ce que les industriels français... Oui, dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire. Nous, il faut bien voir, nous, on est une petite boîte, on est une quarantaine, Craft. On a quand même 4 personnes, on a 2 chiffres. C'est colossal. Non, mais il faut montrer l'exemple. Donc vous êtes un rôle modèle. Mais Hugging Face, il publie comme des cochons aussi. Pas des cochons, hein, c'est vrai. C'est très bien. Je vous remercie pour ce débat passionnant et passionné. Je vais vous laisser à chacun un mot de la fin. J'aimerais bien une action très concrète. Que faudrait-il faire pour développer l'IA open source? Soyez le plus concret possible, s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes chacun. Moi, je voudrais juste inviter tout le monde à jeter un œil à la définition de l'Open Source Initiative et à venir participer à la discussion pour la faire évoluer, s'il y a besoin de la faire évoluer. Moi, je dirais, comment est-ce que je peux avoir confiance dans un modèle que je vais télécharger et je vais utiliser sur des modèles open source américains, français, chinois, poser des mêmes questions un peu clivantes sur qui est Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé à Tiananmen. Et c'est vachement intéressant. Et là, ça met tout de suite en valeur les différences culturelles qu'on peut avoir dans ces modèles et qu'est-ce que je peux mettre dans la confiance des modèles que j'utilise. Et d'où les données et ainsi de suite. Merci. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on monte sur l'évaluation à fond les manettes, à l'école et sur tous ces sujets, et que l'on les montre. On va faire du marketing autour de ce que savent faire ces systèmes qu'on nous vend qui ne sont pas open source. Pour démontrer que si on n'est pas capable d'aller un peu plus loin sur les hyperparamètres qu'il y a dedans, on va tous perdre quelque part. Alors si c'est
juste un peu de PIB, ça va être dramatique, mais ça peut être aussi beaucoup plus grave. Hein. Tous ces objets vont arriver autour de nous avec des anges gardiens qui vont nous manipuler pour les décisions de demain. Il y a plein de papiers qui montrent qu'on risque qu'on perdre en capacité de décider. Et donc, le libre arbitre étant quand même une des valeurs que l'on essaie de propulser le plus, il faut être en meilleure connaissance de ce que font ces outils. Pour ça, il faut évaluer. Merci. Alors, extension de cela, je m'adresse à vous tous. Vous êtes des décisionnaires au quotidien. Et donc, l'exigence de comprendre ce qu'il y a en dessous du capot. Ça nécessite d'avoir un petit peu de compétences en ingénierie. Ce que vous Faire avez, des outils, peut-être pour ça, non? Faire des outils, mais aussi la curiosité par rapport au choix. C'est-à-dire, si je choisis OpenAI, pourquoi est-ce que je choisis ? Il ne faut pas tomber dans le vernis marketing par défaut de ces entreprises qui sont brillantissimes. Encore une fois, aucun reproche. Leur produit est performant, etc., etc. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils consomment comme énergie ? Qu'est-ce qu'ils consomment comme technologie sous-jacente, etc. Et finalement, la conclusion naturelle, c'est pour pouvoir comprendre, il va falloir ouvrir. Exiger l'ouverture, parce que sinon, vous serez locataire. Et vous ferez que vos voisins, votre nation, sera locatrice d'une technologie qui fait qu'on n'est plus du tout à la table des négociations. Point. Donc, on deviendra obsolète. C'est la conclusion. Bien, écoutez, je tiens à toutes et tous vous remercier pour cette participation.